Bonjour à tous. Comptez pas sur moi pour rattraper le temps. On est tellement bien ici. C'est un sujet qui est long, qui me tient à cœur. Donc, c'est pas parce que je viens de loin qu'il ne faut pas hésiter. Je ne peux pas baisser à m'occuper, sinon je vais devoir parler toute la matinée. Avant de commencer, je voudrais remercier évidemment tout le comité d'organisation pour l'abnégation, la force de persuasion. C'est très difficile, je le sais, je suis bien passé d'organiser un certain nombre de réunions, surtout même après l'ère Covid, donc encore une fois félicitations. C'est toujours un plaisir de revenir au Nord. Donc on va aborder le sujet de la prise en charge de l'hypertension portale. Le plan. Ça on l'a dit. La règle des 5. Les 5 secondes pour les photos. La présentation est disponible. On était là, je crois. À qui fait-on une endoscopie? C'était la question de 2006. Et donc, à cette occasion, on m'a dit que chez des patients qui avaient plus de 150 000 plaquettes, une élastomorphie supérieure à 20 kPa. Pardon. Une élastomorphie à moins de 20 kPa. Il n'y avait pas de risque d'avoir des varices œsophagiennes qui saignent, donc ce n'était pas utile pour le dépistage de faire une endoscopie. C'était déjà un petit peu prématuré, parce que à cette occasion de la vélo, les publications n'étaient pas très nombreuses. En fait, dans les 5 ans qui viennent, derrière, toutes les publications ont montré que c'était hyper dangereux. Et je ne sais pas si vous avez senti la polémique monter sur certaines propositions de la vélo 7, pour savoir si la même ou la vélo 6 c'est sécuritaire. Et je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Et donc aujourd'hui, à la vélo 7, c'est plus à qui fait-on une endoscopie, et à qui on prescrit des métaboliques. Vous allez voir pourquoi. En fait, quand vous avez une élastographie avec une mesure inférieure à 15 kPa, vous avez quasiment aucune chance d'avoir une hypertension portale qui est considérée. Les bêta-bloquants, ça marche quand vous avez une hypertension portale qui est significative. On a vu que les études avant l'hypertension portale sont négatives. À partir du moment où il y a une hypertension portale qui est significative, quelle qu'elle soit, on va le voir, les bêta-bloquants ont un intérêt. Donc en dessous de 15 kPa, vous n'avez pas besoin de prescrire des bêta-bloquants. Donc vous n'avez pas besoin de faire d'endoscopie. Pour le diagnostic d'hypertension portale et l'indication des bêta-bloquants. À plus de 25 kPa, la probabilité d'avoir une hypertension portale cliniquement significative est importante, avec dans les études des fois l'équivalent de 90%. Et donc, vous allez voir, il y a des études qui ont montré que chez ces malades-là, les bêta-bloquants permettent de diminuer le risque de décompensation. Donc, vous pouvez éviter une endoscopie à partir de 25 kPa, c'est une indication à traiter les bêta-bloquants. Au milieu, c'est la zone grise. Donc, l'ascographie ne suffit plus. On peut céder des plaquettes pour affiner un petit peu la précision diagnostique. Et si, entre 20 et 25, vous avez des plaquettes inférieures à 150 000, là encore, vous avez une forte chance d'avoir une hypertension portale cliniquement significative. Vous pouvez donner des bêta-bloquants. En dessous de 20 kPa, il faudra une plaquette un peu plus basse, des situations vont très peu. En tout cas, je pense que dans cette situation, à moins de 20 kPa, dans notre expérience, on a très peu d'hypertension portale cliniquement significative, c'est-à-dire des plaquettes un peu basses. Donc, sûrement rechercher une glucose avant de l'attribuer à une hypertension. Pour vous dire que ça vient pas de nulle part. Il y a eu, ça c'est des premières études, c'est l'étude de Alvarez, qui est une étude de santé européenne, qui a validé un petit peu ces seuils, dans lesquels, vous voyez, on attribuait un nombre de points à l'élasticité lactique, un nombre de points à une plaquette, et en fonction du nombre de points, une probabilité d'avoir des bons varices à traiter. Donc, clairement, les études qui sont derrière montrent que ces seuils sont assez performants pour le diagnostic. Ça, c'est, je pense, la diapo la plus importante, parce qu'il faut bien comprendre qu'on réfléchit à la fois en termes de diagnostic, mais en même temps en termes de pronostic. C'est-à-dire qu'on veut catégoriser les malades dans une classe diagnostique, mais qui est associée à un pronostic. C'est ça qui va guider le truc et la prise en charge. Donc, vous avez cette frise qui, tout au long de la progression d'élasticité, donc la mesure, est associée à un mauvais pronostic. En dessous de 10 kPa, encore une fois, pas de risque. En 3 ans ou 5 ans, vous pouvez appliquer les mesures et adapter si la mesure d'élasticité vous pose. Entre 10 et 15, c'est la grise, ensuite 25, c'est l'affirmation de l'hypertension portale cliniquement significative.
Et donc, il faut vraiment avoir en tête que c'est une classification à la fois diagnostique et pronostique, et ça, c'est la seule chose qui le permet. Alors, comment on est arrivé à donner des bêta-bloquants sans finalement faire d'endoscopie? C'est cette première étude de Villanueva qui a comparé en fait les bêta-bloquants au placebo chez les malades qui avaient une hypertension portale et une tension significative. Le seul X, c'est que c'était recueilli sur une mesure du gradient et pas sur l'élasticité. Mais sur la mesure du gradient, dans cette étude, il a été montré que les bêta-bloquants diminuaient le risque de décompensation. Vous voyez que la différence apparaît. Surtout après 2 ans, c'est normal parce que c'est une malade strictement compensée et que pour la plupart, ce sont des décompensations acides. Peu importe, c'est lié à l'hypertension. Ça, c'est une première étude. Et donc, on comprend maintenant que quand on est capable de dire il y a une hypertension portale significative, il n'y en a pas. À partir du moment où il y a une hypertension portale significative, je donne des bêta-bloquants, puisque ça peut permettre de diminuer le risque de décompensation. Et donc, tout à droite, supérieur de 5 kPa, de traiter par bêta-bloquants sans nécessairement faire une endoscopie. Et les varices non, on sait qu'il y a une hypertension portale significative. À gauche, j'en donne pas. Au milieu, toujours la zone grise, on sert des paquets. Et le bêta-bloquant de choix, c'est le carvedilol. Pourquoi? Parce que dans toutes les études, il a été montré qu'il est plus efficace en termes d'hémodynamique que le propranolol. Donc, c'est 6,25 mg de par jour idéalement. Donc voilà, maintenant, avec la seule élastographie, on est capable de dire si les malades relèvent un traitement par bêta-bloquant ou non. Donc ça fait beaucoup plus lent, parce que dans l'étude de Villanueva, c'était à l'époque où c'est pas totalement traité, c'est qu'une seule étude, dans le sous-groupe alcool, il n'y avait pas de différence. Et puis, c'est, on va dire, une seule étude un petit peu. Et beaucoup de gens sont un petit peu éloignés de ça, mais parce que ça a été proposé aussi avec l'assurance que ces résultats derrière venaient. C'est une méta-analyse qui vient d'être publiée dans notre pathologie, qui a repris 4 études randomisées de carvedilol versus contrôle, soit un placebo, soit la négative, et qui confirment ces résultats. C'est-à-dire que quand vous mettez chez les malades avec l'hypertension portale significative des bêta-bloquants, vous avez à droite une diminution du risque de décompensation hépatique, acide, cumulé acide dans cette période hémorragique, et aussi un impact sur la survie, beaucoup plus important. C'est-à-dire que vous avez une amélioration de la survie chez les malades traités par bêta. Donc on est assez à l'aise aujourd'hui. À partir du moment où on est sûr qu'on a une hypertension portale significative, grâce à l'élastographie, de traiter les malades par carvedilol à la dose de 6,25 mg 2 fois par jour. Et les malades qui ne peuvent pas le recevoir sont contre-indiqués ou intolérants, on fait dans ces cas-là. Mais on revient finalement aux anciens critères de la violence, c'est-à-dire que quand vous avez une élasticité supérieure à 20 kPa et une variété inférieure à 150 000, vous faites une endoscopie, vous traitez par ligature s'il y a des grosses varices, s'il n'y a pas de varices, c'est une ligature. Et à l'inverse, si les critères de la violence sont favorables, c'est-à-dire une élasticité à moins de 20 kPa et une variété supérieure à 150 000, vous n'êtes pas obligé de faire de l'endoscopie, en tout cas pour le dépistage des varices. Des choses qui sont un peu plus fragiles, mais qui vont certainement émerger aussi dans les années. Le problème des recommandations de Daveno, c'est que dans l'hypertension portale, on n'est pas riche. Et donc, on ne peut pas faire une conférence de consensus pour les gens et s'adapter. Il faut anticiper l'obsolescence des recommandations. C'est-à-dire qu'on recommande quelque chose aujourd'hui qui est montré obsolescent dans 1 an, ces recommandations n'ont pas d'être. Donc, on sent quand même le vent venir, il faut avoir un peu audacieux, des fois, mais dans l'idée, là, c'est quand même qu'il y a un certain nombre de données qui circulent qui montrent que quand on a une hépatite traitée, par exemple une hépatite C qu'on a éradiquée, une hépatite B qu'on a bien supprimée, une hépatite alcoolique, chez quelqu'un qui va arrêter l'alcool, on sent, on voit l'élastrographie, ça vous savez tous, s'améliorer, et il y a un certain nombre d'études qui commencent à montrer que quand l'élastrographie s'améliore, c'est mieux quand elle ne s'améliore pas. Donc, il y a sûrement une place pour le suivi par marqueurs non invasifs, pas pour dire la cirrhose aguerrie, par exemple, mais pour dire le pronostic s'améliore. Ça, c'est probablement l'information qui est donnée par une amélioration des paramètres. Et donc là, les propositions sont les suivantes, c'est-à-dire que après un traitement d'éradication de la cause, quand l'élasticité baisse en dessous du 12 kPa et que les plaquettes sont normales, il y a très probablement pas d'évolution vers l'hypertension portale et donc arrêter le dépistage. Surveiller toujours par les marqueurs de vasite. Si ça bouge, ça augmente, on ce dépistage. À l'inverse, encore une fois, si vous êtes tout à droite,
l'élasticité supérieure d'un kilopascal des plaquettes inférieures à 50 000, il faut continuer les traitements ou le dépistage en fonction de la situation, au milieu de la zone grise. Donc, il y a une place qui émerge pour les marqueurs innovatifs dans le suivi des hépatopathies traitées. Alors, rappelez-vous, au début du constat, on dit qu'il ne faut pas faire l'élasticité, elle s'améliore, mais ça ne veut pas dire que la cirrhose disparaît, c'est toujours vrai, ça veut dire que probablement que le pronostic. Et la deuxième question, qui est chez les malades qui étaient depuis longtemps sous bêta-bloquants, à qui on a enlevé le virus C, ce virus soulevé le B, arrêté l'alcool, on sait aussi, les études d'histoire naturelle, que l'hypertension portale s'améliore. Est-ce qu'ils ont toujours besoin des bêta-bloquants? Alors, il n'y a pas d'essai très convaincant, il n'y a pas eu de fait, c'est-à-dire on aurait randomisé arrêt versus poursuite, mais on pense quand même que avec le temps, l'hypertension portale significative s'améliorant, il y a des situations où on pourrait arrêter les bêta-bloquants. C'est un peu fragile encore, mais ce qui est suggéré là, c'est que chez des patients qui baissent normalisent leur estimatique, on vérifie quand même qu'il n'y ait pas de grosse varice à l'endoscopie, et dans ces cas-là, on peut proposer la attention, ces malades, pour la plupart, gardent leur cirrhose, on sait qu'elle est réversible, ça prend des années, et donc continuer toujours le dépistage de la cirrhose. Voilà pour la partie des patients compensés. Donc, ils sont recrutés, eux, sur les marqueurs automatiques, on est d'accord, sur les élastométries principales. Maintenant, on revient aux patients décompensés, donc ça, c'est des patients qui ont une cirrhose, qui ont fait une couverture élastique, une première hémorragie, ou un épisode déjà équipé. Et donc là, l'enjeu, c'est de diminuer le risque de la prochaine décompensation. Pourquoi? Parce que c'est clair aujourd'hui, quand on fait une deuxième décompensation, le pronostic est moins bon. C'est pas si évident parce qu'on disait ceux qui décompensent et qui n'en pas, c'est pas suffisamment solide. Donc, les survivants, en fait, ils sont quand même un moins de pronostic par rapport à ceux qui n'en pas. Et donc, ce qui est retenu dans les critères de nouvelle décompensation, ce sont les choses que vous connaissez, c'est l'aggravation d'une acide ou la survenue du premier acide, la récidive d'une hémorragie, les complications qui sont extrêmement associées à l'acide, c'est-à-dire l'infection de l'acide et le syndrome rénal, et l'encéphalopathie. Ça s'ajoute une terme qui est rarement isolée, c'est sur moins de 5. Dans ces conditions, et chez ces malades décompensés, il faut absolument, déjà, première chose, lister les infections bactériennes. Vous savez qu'une des principales causes de décompensation chez les patients avec une cirrhose, c'est l'infection bactérienne. Et que c'est un enjeu majeur de l'identifier le plus tôt possible et d'adapter le traitement antibiotique au géant. Il y a clairement un pronostic qui est engagé si on retarde le traitement antibiotique ou si le traitement antibiotique n'est pas adapté. Il faut savoir que l'infection bactérienne chez un patient cirrhotique, si vous regardez la survie à 1 an, elle est seulement 60%. Donc c'est vraiment un événement qui précipite la maladie et qui est associé à un mauvais pronostic. Quelque chose qui est aujourd'hui très en vol, c'est aussi la prise en charge de la fragilité, la malnutrition et la sarcopénie, qui sont associées à la cirrhose décompensée. Par définition, à partir du moment où on a une cirrhose décompensée, ils sont tous éliminés. Donc l'idée, c'est de le quantifier, puisque on sait qu'ils le sont, et puis de le prendre en charge, et ça, c'est la prise en charge nutritionnelle, et probablement le bénéfice d'une activité physique régulière comme elle est possible. Là, c'est des enjeux majeurs. Vous voyez à droite, ça ne marche pas, par contre. On peut le faire avec des moyens simples, c'est un test élevé, test de force musculaire, puis des tests d'équilibre, ça prend moins d'1 minute. Et vous voyez que quand vous identifiez les patients fragiles par rapport aux patients robustes, qui peuvent être quand même dénutris, il y a clairement une association pronostique. Et les premières études montrent que quand on corrige ça, on arrive à améliorer le pronostic. Ça, c'est des choses qui émergent et qui sont très importantes. Chez le patient avec une acide, il faut toujours envisager la transplantation hépatique. Alors ça, c'est la théorie, mais en pratique, soit ils sont trop âgés, soit ils sont pas assez malades. Et donc, de fait, si vous ne pouvez pas les inscrire sur la liste, ils sont trop âgés. Ou si ils sont dans les critères d'âge, les patients sont très souvent avec des bêtes pas. Et donc, ils n'ont pas accès à la greffe, en tout cas, selon le mode d'attribution du greffon, comme c'est le cas en France. Donc, c'est un principe, mais de toute façon, même si vous avez une greffe, pas dans 1 an, 1 an et demi, donc vous trouvez quand même la solution d'ici là pour régler le problème. Donc, c'est l'indication théorique, mais sur le plan pratique, ça ne règle pas le problème. Chez ces malades avec une cirrhose décompensée, ça peut paraître un peu contradictoire avec ce qu'on a dit avant, mais là, il faut faire une endoscopie de dépistage. Pourquoi? Parce qu'en fait,
il faut probablement pas donner de bêta-bloquants chez les patients qui ont une cirrhose décompensée et pas de varices. Le problème des bêta-bloquants aujourd'hui, c'est qu'il y a une fenêtre qui sont optimale, c'est-à-dire au tout début, à partir du moment où il y a une cirrhose avec une carte supportable, mais dans les maladies les plus sévères, avec les acides réfractaires, des malades infectés ou des malades confondues, probablement que les bêta-bloquants sont délétères. Donc, il faut au moins là, par contre, s'assurer qu'il y a des varices suffisamment grosses qui doivent être traitées. C'est complètement différent de ça. À partir du moment où les fonctions sont de grand volume et si elles sont supérieures à 3 dans l'année, il faut discuter de la mise en place de TIPS, on en dira un mot. Et si les VO sont de grande taille, surtout, le traitement est bêta-bloquant ou carbédilol, là il n'y a pas de préférence. Le carbédilol, c'est une préférence en prophylaxie primaire. Donc ça, c'est des choses que vous savez parfaitement. Hein. C'est à partir du moment où on a fait une hémorragie, c'est plus l'un ou l'autre, c'est les deux. Et puis s'il y a une première récidive, là il ne faut pas attendre la deuxième, la troisième. La type c'est vraiment indiqué. Et puis en cas d'intolérance à l'un ou à l'autre, ou contre-indication à l'un ou à l'autre, on va faire une monothérapie qui est vraiment insatisfaisante. Donc récidive, quand on a les deux, c'est 40-50% dans l'année. En monothérapie, on est jusqu'à 60-70%. Donc si vous avez une deuxième indication particulière de l'acide, très vite discuter de la mise en place de TIPS, qui, pour discuter, devient maintenant un recours assez fréquent dans les cas de cirrhose. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, il y a cette étude qui n'est pas publiée encore, mais qui devrait l'être très bientôt, qui compare le TIPS au traitement standard, que ce soit la prévention de la récidive hémorragique, la prévention de l'acide ou le traitement de l'hémorragie aiguë, qui montre que quand on cumule toutes ces données, c'est une méta-analyse de données individuelles, des essais contrôlés, et bien en fait que quand on met un TIPS par rapport au traitement standard, on diminue de moitié le risque de prochaine décompensation, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire acide, hémorragie, encéphalopathie cumulée. Donc ça veut dire que on fait suffisamment moins d'acide et moins d'hémorragie pour combler l'augmentation du risque d'encéphalopathie. Quand vous prenez toutes les compensations du confondu, le TIPS c'est mieux que le traitement standard. Et ça a un impact sur la survie, qui n'est pas très important, mais qui est suffisant pour être significatif. Donc ça, c'est les résultats de l'analyse individuelle qui montrent que donc, le TIPS est capable, par rapport au traitement standard, chez un patient qui a déjà été décompensé, de prévenir une deuxième décompensation avec un état de l'hémorragie digestive à la phase aiguë, sur les phénomènes, je pense que c'est important qu'on puisse discuter si l'examination je vais aller vite parce qu'il n'y a pas grand chose de neuf, hein, c'est l'érythromycine pour préparer l'endoscopie, le vasopresseur le plus vite possible, dès l'ambulance si c'est possible ou l'admission. La précocité du traitement vasopresseur est très importante. L'endoscopie dans les 12 heures, dans l'idéal. L'antibioprophylaxie, vous savez, c'est très important aussi, on l'a vu, le risque de surinfection est important, mais souvent les malades sont déjà infectés. Et donc, la nouveauté, c'est la place encore plus importante du TIPS préemptif chez les malades à haut risque de récidive. Donc, c'était suggéré à Baveno 5, c'était formalisé à Baveno 6, et c'est vraiment dans le marbre à Baveno 7. Il y a peu de chances qu'on revienne dessus. Donc, c'est idéalement dans les 24 heures, mais vous savez que dans les 7, dans les 72 heures, chez les malades avec un child P inférieur à 14, il y avait une polémique sur les child P. Vous allez voir que c'est résolu avec la dernière métabolisme de données individuelles publiée dans le gastro-entérologie. Quand vous êtes child P supérieur à 8, avec un saignement actif, il y a un bénéfice de TIPS. Et ce qu'on va aujourd'hui essayer de chercher, c'est effectivement chez qui il ne faut pas le faire. Alors, on ne trouve pas. Chaque fois qu'on va pousser les limites, que ce soit sur l'insuffisance hépatique aiguë avec les malades plus sévères, les opérations, 150, ou chez les malades avec l'encéphalopathie hépatique, et on se rend compte qu'en fait, il y a quand même un bénéfice chez ces malades plus graves. Et donc, on n'est pas capable, aujourd'hui, à partir du moment où on a les indications d'identifier des cas de difficulté, donc il faut le faire à partir du moment où on a les indications de difficulté. Ça, c'est la méta-analyse de l'hypogastro-entérologie, qui clôt le débat du HIP. Tous les malades confondus, c'est les tests sur la survie. Là, c'est HIP. Ça, c'est HIC. Alors, il était important chez HIC. Mais chez HIP, il existe. Dans l'hémorragie réfractaire, il faut préférer aujourd'hui les prothèses œsophagiennes. À partir du moment où c'est une rupture de varice œsophagienne, parce que ça n'a pas d'effet sur les varices gastriques.
C'est sûrement mieux toléré que son autocontrôle. Il n'y a pas de différence d'effet, mais c'est mieux toléré. L'intérêt pratique aussi, c'est qu'on a un contrôle de la vue, et que ce qu'on a fait l'effet sur le cerveau. Vous savez que c'est quand même un effet temporaire, et c'est souvent pour aller contrôler la situation avant de faire une dérivation. Pour ce qui est du type de sauvetage, qui est une autre situation où là, j'ai fait l'endoscopie, j'ai fait un traitement éventuellement pour ne pas faire ce que je vois rien, donc c'est une hémorragie réfractaire, il ne s'arrête pas malgré le traitement endoscopique, le traitement vasopresseur. Donc ça, c'est un type de sauvetage, avec des résultats souvent en termes d'hémostase, donc il reste une mortalité à 50% à 6 semaines, parce que c'est là qui sont très graves. Là, on est capable de dire qu'aujourd'hui, il y a probablement des critères de fertilité, c'est chez les malades qui sont déjà c'est supérieur à 14 avec un mètre très élevé et des lactates supérieurs à 12 millimoles. Là, on a un taux de mortalité supérieur à 14. Peut-être que c'est pas utile de faire le TIPS, sauf si une transplantation est disponible dans les jours où c'est viennent, puisque c'est la mortalité de cette semaine qui a la et donc si vous avez un greffon dans 15 jours ou dans une semaine, vous pouvez peut-être discuter utile pour sauver le malade et la guérir. Voilà, je ne sais pas si vous voulez qu'on s'arrête et qu'on discute aussi. Si je vous dis un mot sur la transport, en 5 minutes, pas plus. 10 minutes. Donc, je vous dis un mot sur la transport. Les choses ont un petit peu changé, sans pour autant qu'il y ait vraiment beaucoup de littérature pour ça. Mais moi, je sais que c'est quand même une question qui revient très souvent, que ce soit de l'équipe ou des collègues. Et c'est souvent embêtant. Donc il faut la dépister, la transport. Chez tous les potentiels candidats à la greffe, c'est sûr. Là où on a le plus de données, c'est chez les candidats à la greffe. Quand on a une transport, la greffe se passe moins bien et ça impacte la mortalité, la morbidité un an après la greffe. Donc il faut absolument veiller à ce que, avant une greffe, le transport soit perméable. La raison du dépistage et du traitement, s'il y a une transport qui survient. Et ça se fait au moment de l'imagerie du dépistage de carcinome. Un deuxième point important, c'est que quand on a un carcinome hépatocellulaire et une thrombospore, pas nécessairement associer la thrombospore au carcinome hépatocellulaire, toujours un envahissement de la veine, qui change complètement les habitudes du traitement. Et donc, il faut aller jusqu'au bout du raisonnement pour être sûr que ce soit ou non une thrombose liée au cancer, ça change complètement la pédagogie. Donc, vous avez des critères radiologiques, et quand les critères radiologiques sont rapides, il faut aller jusqu'à la biopsie du thrombus pour prouver si c'est l'envahissement des veines. Donc, ça, c'est une classification qu'il faut exiger de radiologue. Nous, on a jusque-là toujours un peu de mal, mais elle est devenue très importante puisqu'elle va guider le traitement. D'abord, on différencie la transport récente chronique, ça c'est une question de temps, calculée sur le visage de 6 mois, donc si elle n'était pas sur la précédente échographie de 6 mois, c'est intéressant, c'est une test chronique. Il y a la transport complète, on ne voit pas la lumière, et la partielle, qui est supérieure à 50% de la lumière. Donc là, il faut demander au cardiologue de mesurer, idéalement par imagerie en couple, l'obstruction de la lumière. On va voir que l'indication de traitement se fait en fonction de ce seuil de 50%. Partielle supérieure à 50%, minime inférieure à 50%. Donc, on dit ça souvent, en fait, thrombose marginée. Ça correspond à une plaque sur la paroi de la veine. Et ça, c'est souvent une thrombose minime. Mais il faut leur faire préciser, parce que c'est inférieur à 50%, supérieur à 50%. Donc, si un cavernome, il faut faire préciser les collatérales. Et après, c'est des questions d'évolution, soit les progressifs, soit les stables, soit les régressifs. Ça, c'est après, voilà, traitement, ou sans traitement. Parce que la particularité de la thrombosphore pour de la cirrhose, c'est qu'elle peut régresser spontanément, contrairement à une thrombosphore sans cirrhose. Une thrombosphore sans cirrhose, ça régresse pas. Vous voyez les essais de traitement d'eau qu'on peut réguler. Là, ne régresse pas. S'il régresse, il y a un problème. Dans la cirrhose, on sait que en particulier dans les thromboses minimes, vous avez jusqu'à 30, 40, 50% de régression spontanée. C'est bien pour ça qu'on se pose la question de la réelle utilité d'un traitement moléculaire. Donc il y a deux situations chez les patients qui ne sont pas candidats à la greffe. On ne traite pas tout le monde. Moins de 50% du comporte, ce qui correspond à la thrombose minime. Là, on peut faire, bien sûr, une échodoppler, mais ce qui est proposé, c'est de faire une échodoppler précoce, un mois ou à 3 mois, de voir l'évolution. Elle a régressé de manière spontanée, elle n'a pas bougé.
suis pas sûr qu'il faille traiter. C'est une progression, a fortiori si cette progression est associée à une décompensation hépatique, vous savez que c'est des battus, on ne sait pas si la sport elle-même responsable d'une décompensation, c'est ma position, mais ce n'est pas le résultat de pratique établi dans les pathologies. Donc, on s'adapte. Minime, surveillance précoce, régression très bien, progression, on discute de l'anticoagulation. Par contre, si la sport est récente, plus 50% de rapport, ça c'est une nouveauté, avant la fête, pas champion, pour le débat d'un projet grec. Là, on discute de traitement anticoagulant. On ne dit pas qu'il faut le faire, on dit qu'il faut le discuter. Surtout si elle est symptomatique, et surtout si elle menace la veine entérite supérieure, vous savez que le pronostic immédiat, il est lié beaucoup à la souffrance digestive quand il y a un investissement P2 des enfants. Chez les candidats potentiels à la transplantation hépatique, c'est majeur, il faut absolument maintenir ce confort perméable pour améliorer les conditions de la greffe et améliorer la vendidité. Donc, quelle que soit l'extension, si on regarde plus moins de 50% de perte à 50%, on traite par anticoagulant. Combien de temps? Au moins 6 mois après la repersonnalisation, quand il n'y a pas de projet de greffe, et jusqu'à la transplantation. Si, en particulier quand il y a un projet de greffe, on n'a pas de repersonnalisation d'anticoagulant, il faut discuter du TIPS. Là, vous avez des grandes avancées aussi dans la radiologie interventionnelle. La trombosport était historiquement une contre-indication à la TIPS. Ça n'est plus aujourd'hui. Et aujourd'hui, on arrive à repermettre les comports même sans anticoagulation. C'est la preuve que dans la genèse de la transport dans la cirrhose, c'est la stase du flux veineux qui est un élément majeur dans la naissance de la transport. Et donc, quand vous rétablissez un flux, ça c'est aussi un flux, vous arrivez à reperméabiliser la transport et même éviter la rechute sans anticoagulant. Alors, quel anticoagulant? C'est la difficulté aussi chez les cirrhotiques, c'est temps, toujours par l'acide, mais on débute toujours par les HVPM pour avoir un effet, on va dire, immédiat, comme la thrombose récente. Et puis, les données sont assez solides, d'autant qu'il y a aussi une étude qui montre que l'HVPM permet de diminuer le risque de thrombose et de décompensation chez les cirrhotiques. C'est une étude qui n'a jamais été reproduite, mais elle existe. Dans un second temps, pour des raisons pratiques, on va utiliser volontiers les anticoagulants oraux, avec au premier lieu les anticoagulants classiques, les AVK, principalement la clomidine. Mais vous savez que chez les patients cirrhotiques, c'est parfois difficile à équilibrer. C'est difficile à équilibrer chez les patients non cirrhotiques. Donc, vous les laissez d'anticoagulants, vous avez des gens qui se baladent dans 50% entre les fenêtres. Donc, chez les cirrhotiques, c'est pire. Donc, il y a deux solutions. Soit ça se passe assez bien et assez facilement et on continue avec la clomidine. Soit il y a des difficultés d'équilibre du traitement avec la clomidine. Et c'est là où on va envisager des anticoagulants oraux directs. Alors, ils sont de maniement simple, ils ne sont pas de surveillance. Il n'y a sûrement pas d'alerte chez les patients qui ont une cirrhose Child-là, c'est-à-dire qui fonctionne parfaitement. En tout cas, pas plus que chez les patients qui n'ont pas de cirrhose. Donc, on va dire feu vert chez les Child-là. En cas d'insuffisance rénale, la plupart sont à un grand nombre de fonctionnalités. Chez les HIV, il faut être sûrement prudent et sont fonctionnalités chez les HIV. Donc, première intention à l'EPM, relais anticoagulant direct en ligne. Et si ça se passe pas bien, on utilise un anticoagulant en direct, sans, on va dire, inquiétude majeure, en tout cas chez les patients HIV. Et puis, il y a plusieurs études qui ont montré qu'on peut très bien faire des lectures anticoagulants. Donc, chez un endoscopiste qui n'a pas d'anticoagulant. C'est pas le geste qui est dangereux, c'est la chute d'escar à 10 jours, et de toute façon, on les voit vraiment. Donc, rien que ça doit vous aussi. Le plus dur, c'est sûrement les anesthésistes à convaincre. Mais ça fait 25 ans qu'il y a des personnes anticoagulants, et on ne problème pas. Donc là, c'est un exemple pour illustrer la place motive dans la sport. C'est un patient qui avait une cirrhose, qui avait une thrombose, et qui sous anticoagulant, on dit qu'il n'y a pas de risque, et qui a fait énormément de rate. Et pendant que
sur les macrophérones va progresser que si on avait arrêté l'anticoagulant, la thrombose a restauré. Donc, on a mis un positif, parce qu'on ne peut pas reprendre l'anticoagulant pour la thrombose et il y a plus de. Voilà ce que je voulais vous dire sur principalement les questions qui Merci. Merci pour cette exposition très très intéressante. Donc, quelques questions dans la salle. Je profite du micro tant que je l'ai. J'ai une question. Vous avez dit que vous faites en recherche d'abord dans le en thématique pédagogique. Ça, en parlant des varices. J'ai une question. On fait des programmes de chez qui est malade, chez qui on vous en fait des mécanismes, on en fait des pathologies chroniques. Donc, si je trouve des signes d'HTP à l'échographie, est-ce que j'ai le droit de démarrer le bêta bloquant, sachant que je n'ai pas d'ALS, je n'ai pas d'HTP significatif en fait. J'ai des chaînes, j'ai des CVC, est-ce que je démarre le bêta bloquant? Alors, moi, si vous avez la conviction que ce que vous voyez est de la circulation collatérale liée à l'hypertension portale, la réponse est oui. Parce que c'est pas toujours si simple, mais le bon échographiste dans une AFS peut affirmer absolument une hypertension portale selon la collatéralité, une strate. Vous avez des situations, en fait, c'est probablement rare, mais les malades sont adressés parce que on a des champs collatérales qui sont en fait pas bien. On est dans une situation assez rare, et quand on suit un malade de cirrhose, à partir du moment où apparaît une collatéralité et une strate, là, nous avons un argument pour dire même s'il n'y a pas de tarif, il y a des arguments. Après, toucher ces malades, si on peut sur les patients, vous devez le trouver. Vous devez le trouver. Il n'y a pas de développement de l'hypertension portale sur le radio. Donc, la réponse est oui. Et d'ailleurs, dans l'AVO 6, je suis pas sûr qu'il soit rempli dans l'AVO 6, mais dans l'AVO 6, il était dit que l'on pouvait affirmer l'hypertension portale. Je vais être un peu plus prudent avec les plaquettes quand vous avez propose de mettre des plaquettes. Excusez-moi, les bêta-bloquants en 4x100. HTP sur x100, vous donnez les bêta-bloquants. Il y a diverses méthodes. C'est qu'on doit les bêta-bloquants en fait. Alors là, seulement s'il y a des variations, en fait, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les hypertensions portales aussi, très souvent, les astrométries ne sont pas élevées, et donc on ne peut pas faire. Là, la règle, c'est en cas de maladie vasculaire monotone, s'il y a une hypertension portale, c'est collatérale, ça va nous surprise, seulement si les variations sont faites par les ce qu'on a dit avant, qui s'applique à la maladie hépatopathie chronique. Et vous allez voir, mais il faut toujours penser à la distribution médicale, surtout quand vous avez une thérapie, il ne faut pas l'isoler. Soit ici, on part soit une maladie là, Merci, je tiens à vous remercier pour cette excellente présentation. Si vous le permettez, j'ai deux questions. La première concernant le carbidolam. Est-ce que vous le donnez d'emblée à la dose optimale, on veut la prescrire à 2,5 mg, ou on commence à dose progressive, puis augmenter en fonction de la tolérance? C'est pas parce que moi je le fais que je le fais. Parce que nous, on a un vieil historique avec les bêta-bloquants, c'est qu'on donne toujours d'emblée la dose maximale. Pourquoi? Ça pousse. Vous savez que les bêta-bloquants sont très efficaces. Et il faut garder en tête que les bêta-bloquants en fait, sont efficaces à partir du moment où on a un bêta-blocage. Le bêta-blocage chez vous, c'est peut-être 20 mg. Chez moi, c'est peut-être 40. Chez vous, c'est peut-être 160. Il y en a à 320 qui ne sont pas bêta-bloqués. Et ça, on peut le maximum. Le deuxième point, c'est que le surdosage en bêta-bloquant, c'est des doses extrêmement importantes. Donc, à la dose maximale de 12,5 mg de bêta-bloqueur, 160 mg, comme disait nous, pour le contre-homologue, vous risquez l'effet secondaire du bêta-blocage, mais pas le surdosage. C'est le premier point. L'idée, c'est que
que comme il y a une variabilité individuelle de dosage, de l'effet, c'est de recruter le maximum de résultats. Et plus vous savez pas, mieux c'est. Aujourd'hui, il est conseillé de commencer à se servir de 25 mg pour la population. Et puis, si ça se passe bien, parce que je fais ça, c'est personnellement pas ce que je fais. Dans les 12,5, le CGRO, le CGRO. Il y a la tolérance. Si vous restez à 6,25, vous n'êtes pas sûr d'avoir l'effet de votre dynamique. Alors que 12,5, vous savez que c'est la dose maximale pour avoir l'effet de dynamique. Si vous n'avez pas 12,5, vous n'aurez pas 25. Et à 25, vous commencez à avoir des effets comme ça. Donc moi, personnellement, je vais très vite. Mais c'est pas ce qui est marqué. Et c'est pas une erreur de penser à 6,25. Mais il faut, je pense, toujours essayer d'aller à 12,5 parce que à 6,25, il y a un certain nombre de malades qui paraît couleur et il ne peut pas le faire. La deuxième question concerne le sport. Parfois, les devant des situations médicales, notamment des personnes qui ont un déficit, par exemple, protéine S ou C, qui ont une thrombopénie importante, qui constitue, entre parenthèses, une contre-indication d'héparine, 20 000, 25 000, un TP déjà bas, entre 30 et 35%. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas? Est-ce que vous renoncez quand même le traitement et comment vous surveillez les patients si, par hasard, on a une baisse des plaquettes qui continuent à baisser sur ce paramètre? Alors, oui, c'est une situation la situation est compliquée parce que chez les malades les plus sévères, ceux qui ont un TP bas et des plaquettes basses, c'est ceux qui sont le plus à risque de thrombose. Donc il faut les traiter, mais c'est les plus à risque aussi. Donc clairement, je pense que passer quand les malades ont des plaquettes très basses, c'est le plus vite possible avec le difficulté qui est lié là, c'est le dans le cas. Il y a sûrement des malades bénéficient de ce traitement, mais chez lesquels il y a plus de risques, en particulier chez les acidités réacteurs ou on perd. Je veux dire, une fois tous les 5 ans, 6 ans, un malade, les moutons sont massifs. Si elle en a ça, ce sont des malades qui ont de la coagulation sévère. En plus, on mesure le TP et la TP, c'est assez plus de la coagulation beaucoup plus que ça. Néanmoins, chez le malade, alors je pense qu'il ne faut pas s'acharner au chez le malade qui n'a pas un projet de greffe. Chez le malade avec un projet de greffe, vraiment plus peur d'aller vers le traitement coagulé. Donc, j'allais dire être le moins invasif possible chez les malades pour avoir un greffé. Après tout, la thrombose forte, ce n'est pas toujours à une aggravation médicale. Et chez les malades avec greffe, on peut faire une là, on fait comme on peut, en passant, c'est un peu un problème de pays. Je préfère qu'on garde le micro fixe, s'il vous plaît. D'accord, comme ça on saura qui pose des questions. D'accord. Ensuite, professeur Delzeuze. Merci beaucoup pour la présentation. En fait, ma question, c'était celle de M. Akodal, donc je vais uniquement la continuer. Donc, si on donne en fait les anticoagulants, pourquoi coagulabilité? Et donc, si j'ai déjà un TP qui est bas et des plaquettes qui sont là, est-ce qu'il faut s'acharner quand même à donner? Alors, la réponse est jamais simple dans cette situation, mais vous savez aussi que le TP n'est pas un bon reflet de la qu'on a souvent, il y a même un état d'hypercoagulation. En fait, les facteurs pro-coagulants, mais aussi des facteurs contre-coagulants. Et l'image qui est prise toujours, c'est que chez un sujet sain, la proportion de facteurs pro et anticoagulants est très importante, l'équilibre est solide. Mais chez un cirrhotique, l'équilibre est très fragile. Et donc on va se vite d'un côté ou de l'autre. Et il y a plutôt un état d'hypercoagulation. Et le TP ou l'INR ne sont pas un reflet de la vraie coagulation. Donc il faut s'en méfier quand même. C'est pour ça qu'il faut finalement avoir c'est qu'on sport, mais aussi des pays. Je pense qu'il faut. Je vais dire s'acharner, oui, il faut s'acharner chez le malade pour aller au
les maladies sévères, il fait c'est très difficile d'établir d'équilibrer les AVK, mais chez les maladies sévères, c'est ça ici, les anticorps complexes sont consommés parce que ce soit les pièces rénales. Donc le problème, c'est qu'avec les anticorps vous savez ce que vous faites à peu près, entre guillemets. Donc vous avez une IR à 1,3, 1,5, même si c'est pour faire avec les anticorps. Et comme ils ont une différence hépatique et ou rénale, vous avez une très différence. Donc, clairement, il y a une contre-indication aujourd'hui formelle chez HMC et une grande prudence chez HMC. Avant l'histographie, le gastroentérologue avait des moyens pour suivre l'évolution de l'hépatopathie non décompensée à décompensée. On avait en parallèle les données biologiques de l'insuffisance hépatocellulaire, mais aussi les signes cliniques dont vous avez parlé tout à l'heure. Malheureusement, les données biologiques de l'insuffisance hépatocellulaire, il n'y en a pas beaucoup. Il y a le TP, mais c'est un signe tardif par rapport au risque. Par contre, les signes cliniques sont importants. Est-ce que les gastropathies, par exemple, en plus, vous avez classé entre 15 et 25 pressions d'élasticité, est-ce qu'il y a un parallélisme avec les données biologiques? Est-ce qu'on a pu établir? Et deuxièmement, est-ce qu'il y a une relation avec l'étiologie de la cirrhose? Pour nous, classiquement, par exemple, la cirrhose éthylique, quand on arrête de boire, c'est une évolution lente. Alors qu'on n'a pas la même impression dans les hépatopathies virales, par exemple. Ça n'a rien à voir. Peut-être parce que vous avez une expérience plus importante sur les hépatopathies éthyliques. Je termine tout simplement, non pour répondre à Mme Tchadi, mais juste pour poser une partie de la question. Parce que l'élastographie, finalement, c'est pour aboutir à voler inévitablement. Pour nous, peut-être à mon âge, c'est plutôt un traitement de point, qui n'est pas fondamental. Peut-être qu'il va changer d'avis. Maintenant, il a posé une question. Quand est-ce qu'il faut donner les bêta-bloquants? Est-ce que le fait de voir une circulation collatérale, par exemple, non, ce n'est pas mon point de vue. Pourquoi? Parce qu'il y a bien des hypertensions portables segmentaires qui n'ont rien à voir avec l'hypertension. Et en particulier, surtout les caverneuses portables, on a une splénomégalie géante, on a des varices journalières qui sont parfois même hémorragiques éthyliques, et ça n'a rien, il n'y a pas le moindre insuffisance d'hypertension. Merci beaucoup. Le premier cadre qu'on a abordé, c'est vraiment dans le cadre du suivi d'une hépatopathie chronique, virale C, virale B, alcool, on sait qu'il y a une agression sur le foie, on sait que c'est une hépatite chronique qui évolue vers la fibrose, de la santé, et à partir du moment où ça marqueur on n'est pas du tout dans le cadre de découverte d'une hypertension portable, et pour voir si c'est une hypertension portable sélective. C'est vraiment à partir du moment où vous avez un patient agressé par un facteur de la donnée fibro, et pour le suivi, ça c'est des choses qui paraissent importantes par rapport. La deuxième chose, c'est que je crois que les différences qu'il y a entre les causes, elles sont essentiellement liées à la dynamique. C'est vrai qu'en France, on a plus d'expérience sur l'alcool. Vous voyez les malades alcooliques, le jour où ils décompensent de leur cirrhose. Et donc les cycles ne sont pas les mêmes du tout. Quand vous avez dépisté une hépatite virale B à 30 ans, vous dépisté une hépatite C. Vous avez une patient à F2, vous pouvez surveiller, vous pouvez F3, vous pouvez les surveiller, vous avez la F4. Et si vous laissez évoluer, vous faire, je dirais, sur la cirrhose décompensée, et c'est la plus évidente. Je crois que la différence sémiologique, elle est principalement liée à la durée d'évolution de la maladie, et au stade auquel on a fait les tests. Après, il y a quand même des différences, vous avez une différence. D'accord. Chez les par exemple, les gens avec une c'est éclairé, moi, je continue de dire que c'est très important d'examiner les malades, surtout pour les étudiants, mais il faut aussi être humble avec ses
performance de ces petites mains, c'est-à-dire que le bord inférieur penchant et l'hépatomégalie, c'est franc ou ça l'est pas. Et la grosse rate, avec les petites mains, je crois qu'on est obligé d'admettre, c'est pas découvert en médecine, aux jeunes, que l'échographie, c'est... Déjà, l'échographie, vous demandez 2 fois la mesure de la rate et vous avez 1 cm d'écart. Donc, franchement, avec les mains, c'est cool. La circulation collatérale, si vous regardez vos obèses, vous en voyez beaucoup, ils n'ont pas de cirrhose. C'est comme la femme enceinte, il y a une circulation collatérale. Donc, c'est très important de continuer d'examiner les malades. Quand vous avez un bord inférieur penchant, vous allez être sûr, vous n'avez pas besoin de... Donc, je pense qu'il est temps de prendre la dernière question, parce que là, on déborde un peu sur le temps. Moi, je voudrais encore de communication. J'espère qu'elle précise vraiment. Je voudrais vous féliciter par rapport à la présentation. Vous avez simplifié quelque chose de très complexe en cours. Donc, félicitations. Moi, je voudrais revenir sur 2 choses en pratique pour la salle. La première, par rapport à l'attitude dans les hépatopathies chroniques avancées, comme on sait, et il n'y a pas d'acide, pas de concentration. Vous avez montré de manière claire que le carbidopa fait mieux que le propranolol. Et ce que vous proposez aujourd'hui à tous les praticiens dans la salle qui ont des hépatopathies chroniques compensées dans leur consultation qui sont sous avocardienne à les switcher au carbidopa. Première question. Je réponds tout de suite. La réponse est non. S'il a été introduit il y a 1 semaine, je dirais oui. Si ça fait 5 ans, 10 ans que là, on est propranolol et que c'est bien passé, il ne faut pas switcher. Ça veut dire que c'est une équipe qui règle, donc cela n'a pas dépensé. Il y a un meilleur effet du carbidopa sur le et il ne s'agit pas de switcher des malades qui sont traités depuis très longtemps et qui sont traités avec. Donc, de switcher que les malades qui viennent d'être mis sous avocardienne dans les semaines. La deuxième question, Barenowski disait que bêta-bloquant versus ligature dans la prophylaxie d'hémorragie primaire, vous pouvez choisir l'un ou l'autre, puisque aujourd'hui, à la vue d'études prévisibles, où on gagne plus sur l'hémorragie, on gagne aussi sur la décompensation acétique et sur les autres décompensations, c'est ce qu'on dirait aujourd'hui. Un malade qui a une HTP avec donc des varices et je mets une prophylaxie, est-ce que je mettrai pour plus bêta-bloquant que ligature? Parce que la ligature n'agit que sur... depuis 20 ans, puisque donc c'est couper simplement la tête de lit. Exactement. On n'agit que sur le là. Alors, en termes d'hémorragie, c'est aussi efficace, on ne peut pas nier. Mais vous avez vu que vous baissez la pression totale, vous avez des effets bénéfiques sur les autres exactement. Et donc finalement, c'est clair aujourd'hui. Donc finalement, le message, c'est bêta-bloquant et non pas ligature prophylaxie. Ligature seulement si tu vas. Merci.